Quand on pense aux droits des animaux, on pense au végétarisme ou pire au véganisme. Vous vous dites donc sans doute déjà que je suis, comme d'autres peut-être dans cette salle, une végane extrémiste. Ben oui, vous êtes perspicace. Je suis en effet une végane très convaincue. On dit que le véganisme, chez certaines personnes, ça se développe à partir d'un dégoût naturel pour la viande ou après avoir vu des vidéos choquantes sur l'élevage ou sur l'abattage d'animaux, ou encore à force de côtoyer des chats et des chiens et de développer une espèce d'amour plus généralisé pour tous les animaux. Mais moi, ça n'a pas été ça. J'ai toujours raffolé du steak. J'ai pas grandi avec des animaux de compagnie, puis j'avais pas vu les vidéos de PETA ou les images diffusées par L214 avant de devenir végétarienne d'abord, puis végane ensuite. Si je suis devenue végane, c'est parce que quand j'étais encore au cégep, au Québec, on a 2 ans d'éducation un peu générale entre le lycée et l'université, mes profs de philo nous ont incités à réfléchir à la nature humaine et ils nous ont amenés à reconnaître qu'il est difficile en fait de repérer une différence fondamentale entre les animaux et les êtres humains et qu'il faut en fait savoir qu'on est nous aussi des animaux comme on aime bien le rappeler en éthique animale justement pour insister sur notre animalité commune. En m'apercevant de ça, je me rendais compte qu'il était injuste de considérer les animaux non humains comme des êtres inférieurs ou des ressources à notre disposition pour différents usages, alors qu'on considère les êtres humains comme méritant le respect, comme des personnes. Et c'est cette intuition-là que j'ai ensuite formulée en hypothèse et que j'ai cherché à tester dans mes recherches doctorales. C'est ce qui m'a amené à réfléchir à la question des droits des animaux. En faisant ce travail-là de réflexion, vous l'aurez deviné, mon empathie envers les animaux s'est élargie pour s'étendre à peu près à tous les êtres sensibles maintenant. Je vous dirais que aujourd'hui, la viande me dégoûte pas mal. Je peux plus regarder des vidéos où des animaux sont traités injustement et je vis avec 6 chats rescatés. Évidemment, je ne suis pas la seule en éthique animale à avoir réfléchi à la question des droits des animaux. C'est même un sujet de recherche très fécond ces dernières années qui a donné lieu à plusieurs publications académiques, mais grand public également. Je m'intéresse aux droits des animaux, moi aussi, mais pas exclusivement à leurs droits moraux. Je me penche plus précisément sur leurs droits, les droits légaux fondamentaux qu'on devrait leur octroyer. Des droits qui devraient donc être protégés par un système de justice coercitif. Paola Cavalieri, je ne sais pas si vous la connaissez, mais dans son livre The Animal Question, propose d'étendre certains droits précis, en l'occurrence les droits fondamentaux de la personne, à tous les êtres capables d'intentionnalité, ce qui correspond à peu près à tous les êtres sensibles, je pense. Selon elle, les droits de l'homme ne devraient pas être exclusivement humains. Est-ce que Cavalieri a raison de revendiquer l'octroi de certains droits, des droits de la personne, soit les droits moraux et légaux les plus fondamentaux, non seulement aux grands singes ou aux animaux qui nous ressemblent le plus, mais à tous les êtres vertébrés? Est-ce qu'on devrait, au moins à tous les êtres vertébrés, je dirais, est-ce qu'on devrait donc élargir la famille des sujets de droit, parce que c'est de ça qu'il s'agit, pour y inclure tous les êtres sensibles? C'est un peu ça, en gros, le type de questions auxquelles j'ai tenté de répondre dans le cadre de mes études en philosophie. Là, aujourd'hui, je viens vous présenter le résultat de ces recherches-là, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles je pense qu'on a le devoir, en effet, d'accorder au moins les droits légaux les plus fondamentaux à tous les êtres sensibles. Et ces raisons, même si on peut évidemment en discuter longuement, sont dans leur principe toutes simples, et en plus, elles ne sont pas nombreuses. En réalité, il n'y en a que 2. D'abord, un principe très ancien, qui remonte à Aristote, en fait, le principe d'égalité, qui se trouve au fondement de toutes nos meilleures théories de la justice. L'idée étant simplement que les cas similaires doivent être traités de manière similaire. Si, à l'occasion d'un examen, 2 d'entre vous rendaient des copies identiques, il serait injuste que vous soyez notés différemment. Ce serait injuste parce que le principe d'égalité n'aurait pas été respecté. Je suis certaine que la personne lésée, de toute façon, s'en plaindrait en demandant une révision de notes et elle aurait raison de le faire. Les cas comparables doivent être traités de manière comparable. 2 copies identiques méritent d'être évaluées de la même manière. C'est ça, en gros, le grand principe d'égalité aristotélicien. Ensuite, deuxième principe, ou deuxième raison, celle qui touche la notion de droits fondamentaux plus particulièrement. La fonction de nos droits humains les plus fondamentaux, de ceux qu'on appelle souvent les droits de la personne, c'est de protéger certains des intérêts de ceux qui en sont titulaires ou de celles à qui on les attribue. Si on pense qu'il est important d'accorder des droits fondamentaux à tous les
les êtres humains comme le droit à la vie ou le droit à la liberté, par exemple, c'est qu'on suppose en effet que tous les êtres humains ont intérêt à vivre et à être libres. Les droits fondamentaux visent comme ça à protéger nos intérêts individuels les plus fondamentaux, c'est-à-dire ceux qui sont le plus intimement liés à notre valeur inhérente, à ce que certains appellent notre dignité. Ce sont ces deux principes-là qui, quand on les joint l'un à l'autre, nous mènent au raisonnement dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est le raisonnement qui, quand il y avait la forme d'une simple intuition, m'a amené à devenir végane. Et c'est c'est ce même raisonnement-là auquel j'ai consacré mes recherches. Et c'est donc de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Comme on vient de voir, donc, on pense depuis Aristote que les situations similaires doivent être traitées de manière similaire. A priori du moins. Pour être moralement acceptable, toute discrimination doit être justifiée par une raison moralement valable, c'est-à-dire par une explication qui démontre qu'il y a en fait une différence pertinente entre deux cas, différence qui peut expliquer ou justifier une différence de traitement, qui fait en sorte qu'on échappe en quelque sorte à la règle de l'égalité, parce que seuls les cas vraiment semblables, évidemment, méritent d'être traités de manière semblable. Sans une différence pertinente, on ne peut pas discriminer. Or, l'espèce, un peu comme le sexe ou la couleur de la peau ou l'âge, c'est une caractéristique biologique, simplement biologique, qui en soi n'a pas de pertinence morale. On ne peut donc pas discriminer entre deux individus en raison de la couleur de leur peau, par exemple, sauf peut-être s'il s'agit de prescrire un traitement dermatologique, auquel cas la couleur de la peau peut être pertinente. Mais s'il s'agit d'offrir un accès aux soins de santé, alors là, par contre, la couleur de la peau n'a plus de pertinence. Ou s'il s'agit de manière plus générale de décider qui inclure dans nos communautés morales et légales, les caractéristiques biologiques comme celles-là n'ont plus du tout d'importance. On ne peut pas légitimement refuser aux uns ce qu'on accorde aux autres en fonction de ce seul type de caractéristiques-là. C'est la raison pour laquelle discriminer entre deux êtres sur la seule base de leur espèce, à moins de fournir une explication moralement valable, semble injuste, semble spéciste. Sur le plan moral, le spécisme, c'est une discrimination comparable au racisme ou au sexisme. C'est une discrimination fondée sur une caractéristique strictement biologique qui, en elle-même, n'a aucune pertinence morale. Heureusement, la plupart de nos actes de discrimination entre les humains et les autres animaux sont très bien justifiés. Il semble raisonnable pour la direction d'une université, par exemple, d'admettre les candidatures que les êtres humains, les non-humains étant présumés ne pas avoir les prérequis ou les compétences jugées nécessaires pour bénéficier d'une éducation scolaire. On peut imaginer de très très nombreux exemples de discrimination comme ça qui ne présentent aucun problème moral en fait. Pourtant, il y a certains cas qui sont, eux, beaucoup plus problématiques. Et parmi ces cas-là, les plus importants concernent l'attribution de certains de nos droits moraux, de certains des droits moraux et légaux les plus fondamentaux. Les droits fondamentaux, protégés par nos chartes, comme l'a affirmé la Cour suprême du Canada d'où je viens, offrent à l'individu un rempart contre la tyrannie de la majorité. Plus que tout autre droit, ils établissent une sorte de barrière de protection autour de chaque individu, les protégeant contre les plus forts ou les plus nombreux. Et même si ces droits sont jamais absolus, ils admettent que de très exceptionnelles dérogations. Par opposition aux autres droits, les droits les plus fondamentaux ont la particularité de constituer le socle de tous les autres droits. On les qualifie de fondamentaux parce qu'ils se trouvent au fondement de tous les autres droits, parce que sans eux, les autres droits semblent inutiles ou précaires. Le droit de faire son épicerie, le droit de voter, le droit d'aller à l'école, de se marier, tous ces droits sont en péril si on n'a pas d'abord le droit de vivre et le droit à la liberté et qu'on peut en toute légalité ou à tout moment être tué ou être fait captif. Mon droit, si on peut faire de moi une esclave, je perds mon droit d'aller au cinéma, ça semble évident. Si on me retire mon droit à la vie, je ne peux plus exercer mon droit de fréquenter la bibliothèque ou de vendre mon vélo à mon ami. Tous les droits, toutes les libertés peut-être, qu'on exerce au quotidien présupposent donc les droits les plus fondamentaux. On parle aussi de droits fondamentaux parce qu'ils protègent les intérêts fondamentaux. L'intérêt à ne pas être asservi ou à ne pas être tué sont des intérêts évidemment plus sérieux ou plus essentiels que l'intérêt à avoir accès à la culture ou même que l'intérêt à voter. Si on est d'accord avec cette théorie-là, la théorie des droits selon laquelle les droits fondamentaux servent à protéger les intérêts individuels fondamentaux, si on est d'accord avec le principe d'égalité aristotélicien, on aboutit au principe d'égale considération des intérêts.
Si on combine les deux grands principes dont on a parlé, donc on aboutit à ce troisième principe-là. Le principe d'égale considération des intérêts, c'est le principe qui exige que les intérêts égaux soient également considérés, peu importe les caractéristiques qui ne sont pas logiquement liées au traitement en question, peu importe les différentes caractéristiques biologiques des individus qui sont porteurs des intérêts. Encore une fois, si par exemple deux personnes ont intérêt à recevoir des soins médicaux, bien, le fait que l'une de ces personnes soit une femme, soit supérieurement intelligente ou appartienne à une ethnie particulière ne devrait pas entrer en ligne de compte. Évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde a les mêmes intérêts, ça va de soi, mais ça veut dire que quand deux êtres ont réellement des intérêts similaires, alors autant d'importance doit être accordée aux intérêts de l'un et de l'autre. Donc, si on accorde un droit à un individu afin de protéger certains de ses intérêts, alors on a l'obligation morale d'accorder ce même droit à tous les individus qui ont possiblement ce même intérêt, à moins d'avoir une raison moralement valable de ne pas le faire. Les individus qui sont différents à plein d'égards n'ont pas nécessairement à toujours être traités de la même manière pour être traités justement. Par contre, leurs intérêts, quand ils sont, eux, similaires, doivent l'être. Ils doivent être protégés par les mêmes droits, par des droits égaux. Les recherches ont porté sur les trois intérêts de base qui sont intimement liés à ce qu'on considère généralement être comme les plus fondamentaux de nos droits humains. Il s'agit de l'intérêt à ne pas souffrir, qui fonde le droit de ne pas être torturé ou le droit à la sécurité physique ou psychologique. De l'intérêt à persister dans son existence, qui est à la base du droit de ne pas être tué ou du droit à la vie. Et de l'intérêt à être libre, qui est au fondement du droit de ne pas être exploité, asservi ou approprié, ou du droit à la liberté. On va maintenant voir comment les principes qu'on a vus jusqu'à maintenant s'appliquent à ces intérêts fondamentaux particuliers. On va voir si ces intérêts sont l'apanage exclusif de l'humanité ou s'ils sont partagés par d'autres animaux. Pour savoir si on a raison, en fait, de réserver les droits qui protègent ces intérêts-là seulement aux êtres humains. On va se demander si on a raison de n'inclure que les êtres humains et tous les êtres humains dans la communauté des titulaires de ces droits fondamentaux. D'abord, voyons ce qu'on peut dire de l'intérêt à ne pas souffrir et du droit de ne pas être torturé. Nous, les êtres humains, on utilise un nombre presque incalculable d'animaux pour des fins variées. Il est même difficile, je dirais, d'éviter tout ce qui implique de près ou de loin l'utilisation d'animaux tellement elle est omniprésente. Quand on regarde la télévision, on voit des acteurs, des commerciaux qui impliquent des animaux acteurs. Quand on mange au restaurant, on nous offre de choisir entre différents plats qui contiennent à peu près tous des ingrédients d'origine animale. Quand on doit se procurer des médicaments, des produits cosmétiques ou domestiques, il est difficile de s'assurer qu'ils n'ont pas été d'abord testés sur des animaux qui contiennent aucun ingrédient animal. Quand on souhaite se procurer des vêtements, des chaussures, des accessoires comme des sacs, on nous propose du cuir, du suède, de la laine. Alors, la plupart de ces formes d'utilisation d'animaux seraient perçues comme de la torture, ni plus ni moins, si elles étaient appliquées à des êtres humains. Évidemment, l'exploitation d'êtres humains pour l'alimentation, pour la recherche biomédicale sans consentement du sujet, pour la chasse sportive, pour la production de vêtements ou d'aliments, serait condamné autant moralement que légalement. Mais pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce qu'on accorde à tous les êtres humains le droit des protections comme celle-là, le droit à l'intégrité ou à la sécurité physique ou psychologique? La première et principale raison à laquelle on peut penser, c'est que ce genre de pratique-là impliquerait l'imposition d'indescriptibles souffrances et irait à l'encontre de l'intérêt fondamental des êtres humains à ne pas ressentir de douleur. Et comment est-ce qu'on peut justifier la discrimination entre les humains et les autres animaux en ce qui a trait à cet intérêt à ne pas souffrir et au droit de ne pas être torturé qui découle de cet intérêt-là? Pourquoi est-ce que les humains auraient plus intérêt à ne pas souffrir que les autres animaux? Est-ce qu'il est possible que les animaux qu'on utilise massivement ne soient tout simplement pas sensibles? Ce serait tellement soulageant d'apprendre qu'ils ne peuvent pas ressentir la douleur, en fait. Considérant les 60 milliards d'oiseaux et de mammifères qu'on exploite chaque année, sans compter les animaux marins. Si les animaux non humains n'étaient pas sensibles, ils ne pourraient pas avoir d'expérience subjective. Leur situation ne pourrait pas être améliorée ou détériorée de leur point de vue à eux. Il n'y aurait pas un bien-être prudentiel qui serait indépendant du jugement des êtres conscients qui les entourent. On pourrait les utiliser, les exploiter sans risquer de violer leurs intérêts individuels parce qu'il n'y aurait pas vraiment d'intérêt personnel en tant que tel.
Historiquement, la sensibilité des êtres non humains n'a pas toujours été reconnue. René Descartes, comme vous le savez certainement, pensait que les animaux autres que les êtres humains pouvaient être comparés à des machines, certes complexes et efficaces, mais incapables de ressentir quoi que ce soit. La tradition behavioriste a ensuite pris le relais en refusant ou en rejetant de tout ce qui ne pouvait pas être démontré scientifiquement avec absolue certitude, incluant la sensibilité des animaux. Étonnamment, il y a quelques philosophes aussi et scientifiques inspirés par Descartes ou les behavioristes qui nient encore aujourd'hui l'existence d'une sensibilité non humaine. C'est pourquoi j'aurais bien aimé, si le temps me l'avait permis, revoir avec vous les 3 principaux types d'indices pour lesquels on peut conclure que ces auteurs sont dans l'erreur et que ce qui paraît dorénavant le plus raisonnable au plan scientifique, c'est de croire que de nombreux animaux non humains sont sensibles, peuvent ressentir la douleur d'une manière comparable aux humains. Faute de temps donc, mais aussi parce que je doute que qui que ce soit dans la salle ce soir ne croit pas que son chien souffre quand on lui marche sur la queue, je suppose qu'on tienne pour acquis qu'il existe bel et bien quelque chose comme une sensibilité animale non humaine, au moins chez tous les vertébrés et possiblement chez certains invertébrés, comme les céphalopodes au moins. Maintenant, est-ce qu'il est possible que, même si plusieurs animaux sont des êtres sensibles, seuls les êtres humains aient intérêt à ne pas souffrir? Il y a certains auteurs qui ont tenté de démontrer que la notion d'intérêt exige non seulement d'avoir des croyances et des désirs, comme en ont tous les êtres sensibles, mais aussi d'être conscient de ces croyances et de ces désirs, et pour ça, ces auteurs-là nous disent qu'il faut des capacités langagières sophistiquées. Pour plusieurs raisons, je pense, et je suis vraiment pas la seule à le penser, que ce type d'exigence-là n'est pas recevable. La souffrance, c'est par nature quelque chose que tous les êtres sensibles fuient, que tous les êtres sensibles ont intérêt à ne pas éprouver. On n'a pas besoin de maîtriser le concept de souffrance ou n'importe quel autre d'ailleurs pour être capable d'en sentir et pour avoir intérêt à l'éviter. D'ailleurs, le fait que plusieurs animaux non humains sont des êtres sensibles et que tous les êtres sensibles ont intérêt à ne pas souffrir, c'est une conclusion aussi évidente qu'elle est incarnée dans le principe du traitement dit humanitaire des animaux qu'on a adopté il y a environ 200 ans déjà et qui est au fondement de toutes nos lois de protection des animaux, de nos lois qui s'opposent à la cruauté envers les animaux. La sensibilité animale est même reconnue dans le Code civil maintenant, autant en France qu'au Québec. Mais comment est-ce qu'on peut réconcilier cet aveu-là d'une part et notre utilisation massive d'animaux qui entraîne l'imposition d'indescriptibles douleurs à d'innombrables non-humains sensibles d'autre part? Comment est-ce qu'on peut admettre que les animaux ont intérêt à ne pas souffrir tout en leur refusant le droit fondamental de ne pas être soumis à des traitements douloureux? On a vu que si 2 individus, peu importe leurs caractéristiques personnelles, ont des intérêts similaires, ces intérêts doivent être également considérés. C'est le principe de l'égale considération des intérêts. Si plusieurs animaux non humains sont des êtres sensibles, si tous les êtres sensibles ont intérêt à ne pas souffrir, et si le droit de ne pas être torturé sert précisément à protéger l'intérêt à ne pas souffrir, ben, il semble qu'on a l'obligation morale d'accorder le droit fondamental à la sécurité physique et psychologique à de très très nombreux non-humains, c'est-à-dire à tous ceux qui sont possiblement sensibles. Autrement dit, il faudrait interdire qu'il leur soit imposé tout traitement douloureux qu'on n'accepterait heureusement plus de voir infligé à des êtres humains. On vient de voir qu'on a l'obligation morale de ne pas infliger de douleur aux animaux non humains sensibles. Mais qu'en est-il de la possibilité de tuer ces animaux à l'occasion de chasses sportives, dans le cadre de recherche biomédicale, ou encore avec l'intention d'utiliser leur cadavre pour l'alimentation, le cuir ou la fourrure, de manière qui n'impliquerait aucune douleur? Parce que non seulement on inflige énormément de douleur aux animaux qu'on utilise pour nos fins, mais on se permet également de les tuer. Bien sûr, nos lois anti-cruauté nous interdisent de tuer des animaux sans excuse légitime. Sauf que ça ne concerne aucune des activités socialement acceptées, vous le savez, comme la chasse sportive, l'élevage pour la viande, la fabrication de vêtements, etc. On se permet de tuer des êtres non humains pour nos fins, même si la très vaste majorité de ces fins-là sont parfaitement secondaires. Mais qu'est-ce qui nous permet d'envisager aussi différemment la mise à mort de non-humains et la mise à mort d'humains? Selon notre approche, celle des droits fondés sur des intérêts, la seule réponse valable serait que les êtres humains ont intérêt à ne pas être tués, même sans douleur, alors que les non-humains, les autres animaux sensibles, eux, n'auraient pas un tel intérêt.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ne me paraît pas exactement évident. Premièrement, il est important de remarquer l'impossibilité ou à tout le moins la considérable difficulté pratique de tuer des non-humains sans jamais leur infliger de douleur et sans violer par le fait même leur intérêt à ne pas souffrir, intérêt maintenant bien établi. Même les méthodes d'élevage jugées les plus attentives au bien-être animal ne peuvent pas nous offrir la garantie que les animaux ne souffrent aucunement pendant le procédé qui va les mener à la mort. Il est très difficile d'être certain, en tuant des individus, surtout à grande échelle, que nos actes n'impliqueront absolument aucune douleur entre le jour de leur naissance, leur vie à la ferme, le transport vers l'abattoir, puis la mise à mort. Indirectement, les individus qui ont intérêt à ne pas souffrir ont donc intérêt à ne pas être tués. Mais même si on disposait de la possibilité technique de tuer des non-humains qui évitent tout risque de leur infliger de la douleur ce faisant, on a de bonnes raisons de penser qu'on n'utiliserait même pas cette méthode-là, du moins pas systématiquement. Comme on vient de le dire, on reconnaît la gravité ou l'importance de la souffrance des animaux depuis environ 200 ans et on se permet toujours, et plus que jamais, je dirais, que soit infligé d'indescriptibles douleurs aux animaux aussitôt que ça offre le moindre avantage aux êtres humains de le faire. Même si on était capable de tuer sans infliger de douleur, on peut compter sur le fait qu'il y aura toujours une bonne raison économique de préférer la méthode douloureuse dans certaines circonstances ou de tolérer certaines exceptions pour des raisons liées à la tradition peut-être ou à mettre certains compromis, etc. Comme l'explique le professeur de droit Gary L. Francione, tant et aussi longtemps que tuer des êtres sensibles va être permis, de très grandes souffrances continueront fort probablement à être infligées aux animaux non humains que l'on tue. Ce qu'on vient de dire, ça correspond en gros à un argument indirect, si on veut, à l'encontre de la possibilité morale de tuer des non-humains sensibles, argument fondé sur la souffrance que l'élevage et l'abattage impliquent. On peut maintenant vérifier s'il y a un argument un peu plus direct qui peut aussi être soutenu. Est-ce que les animaux non humains sensibles ont, comme nous, intérêt à vivre? Le problème, c'est que même l'intérêt humain à ne pas être tué de manière indolore ou sans en être conscient est passablement difficile à expliquer, en tout cas pour les philosophes. Épicure nous faisait remarquer que la mort ne peut constituer un préjudice, puisque là où la personne se trouve, la mort n'est pas encore, et que là où la mort se trouve, la personne n'est plus. Au problème épicurien, il y a différentes réponses, de nombreuses réponses qui ont été proposées, mais celle qui est généralement privilégiée veut que la mort soit dommageable parce qu'elle prive la victime des expériences positives qu'elle aurait pu vivre si elle était restée en vie, parce qu'elle prive la victime des bonnes choses qu'elle aurait pu obtenir si on ne lui avait pas enlevé la vie. Sans grande originalité, on appelle cette théorie-là la théorie de la mort comme privation des bonnes choses de la vie. Et selon elle, plus que tout événement posthume, la mort peut avoir un effet bien réel sur les expériences subjectives de l'individu puisqu'elle l'en prive complètement. La mort n'est peut-être jamais ressentie comme un tort en tant que tel. Quand on est mort, on ne ressent plus rien, évidemment. Mais parce qu'elle fait obstacle à l'obtention des bonnes choses dont le défunt aurait pu bénéficier, elle peut constituer pour lui un préjudice très sérieux, peut-être même le pire. Évidemment, la mort n'est pas également dommageable pour tout le monde. Certains plus que d'autres aiment la vie, veulent vivre et peuvent attendre de belles choses dans l'avenir. Et pourtant, et c'est ce qui est fascinant à mon avis, on observe qu'on accorde un égal droit à la vie à tout le monde. Tout se passe comme si on refusait de s'embourber dans une évaluation très précise de l'intérêt à vivre, du degré d'intérêt à vivre de chacun, peu importe le fait qu'il varie nécessairement d'une personne à l'autre, il varie toujours. On préfère présumer que tous les êtres humains ont un intérêt à vivre minimal et qu'avoir un intérêt à vivre minimal, ça suffit pour se mériter un droit égal, un égal droit à la vie. Mais il est aussi vrai que la mort ne représente pas toujours un dommage, aussi minime soit-il. Il peut arriver qu'elle soit même un soulagement pour certains. Il peut arriver que la vie soit si dure qu'elle ne vaut plus la peine d'être vécue. C'est la raison pour laquelle on peut sans doute, dans certains cas, si une personne est atteinte d'une maladie dégénérative, incurable et extrêmement douloureuse, par exemple, comprendre son suicide. Peut-être qu'on peut même reconnaître la légitimité morale du suicide assisté dans un cas comme celui-là. Mais quoi qu'il en soit, il faut reconnaître que quand la vie d'un individu est en jeu, on fait preuve d'une extrême prudence avant de conclure que l'euthanasie serait justifiée. On considère généralement, on présume généralement
que tous les êtres humains ont intérêt à vivre, mais plus encore qu'ils ont tous intérêt à ne pas être tués. Et sauf dans certaines circonstances exceptionnelles, comme en cas de guerre peut-être, de légitime défense ou d'euthanasie, personne n'est en droit de mettre fin au jour de ses semblables. Maintenant, comment est-ce qu'on peut transposer tout ce qu'on vient de dire au cas des animaux non humains? Est-ce que certains animaux non humains ont intérêt à vivre et est-ce que ces animaux méritent moralement qu'on leur accorde un droit à la vie qui interdirait qu'on les tue, même de manière humaine ou indolore? Avec ce qu'on a vu jusqu'ici, on voit bien pourquoi les animaux non humains sensibles auraient moins intérêt à vivre que nous. S'ils sont sensibles, c'est que par définition, ils sont capables de vivre des expériences plaisantes. Ils sont capables non seulement de ressentir la douleur, mais aussi d'éprouver du plaisir. Les tuer, c'est donc les priver eux aussi de ces plaisirs-là, de leur plaisir futur, de ce qu'ils auraient pu vivre de bien si on ne leur avait pas enlevé la vie, s'ils étaient restés en vie. Est-ce qu'on a de bonnes raisons de croire qu'une même quantité de plaisir a une valeur différente selon l'espèce à laquelle appartient l'individu qui éprouve le plaisir en question? Ou encore que les expériences des non-humains sont généralement moins plaisantes que les nôtres, alors on a donc raison de leur accorder moins de valeur. Ce genre d'hypothèse-là, vous l'avez maintenant compris, n'est pas recevable. On a vu que les caractéristiques purement biologiques, comme l'appartenance à l'espèce, en soi, n'ont pas de pertinence morale. Et on vient de voir que chez les êtres humains, ceux qui ont moins intérêt à vivre que les autres jouissent malgré tout du même droit fondamental à la vie. On a vu qu'il est tout aussi illégitime ou illégal de les tuer eux que de tuer ceux qui, parmi nous, ont le plus intérêt à vivre. Tous les animaux, puisqu'ils ont de bonnes chances d'avoir au moins un intérêt minimal à vivre, devraient donc se mériter un égal droit à la vie. En dépit de tout ça, il y a certains auteurs qui ont tenté de montrer que les animaux non humains ne peuvent pas avoir intérêt à vivre parce qu'ils ne sont pas conscients de leur propre vie et parce qu'ils ne maîtrisent pas le concept de vie ou de mort. D'abord, je pense qu'on peut démontrer que tous les êtres sensibles sont des êtres conscients, du moins conscients de leur propre corps. Ils sont capables de savoir quand c'est eux qui souffrent, de faire la différence entre le moment où eux souffrent et le moment où d'autres souffrent, d'autres qu'eux-mêmes. On sait maintenant qu'ils ont une certaine continuité mentale, au sens où leur vie ne va pas être réinitialisée à chaque instant. Ils sont capables de se souvenir et d'apprendre et de se projeter dans un futur pas nécessairement hyper lointain. Dans le cas de certains animaux, ça va être un futur rapproché, mais quand même, il reste qu'il y a une continuité mentale à ce moment-là. Sans entrer dans ce type de discussion-là qui peut vraiment être un peu lourd, on peut tout simplement se rappeler que si c'était des caractéristiques cognitives très sophistiquées qui se trouvaient au fondement de la valeur qu'on attribue à la vie des individus, les très nombreux êtres humains qui ne possèdent pas ces caractéristiques-là, comme les très jeunes bébés, les personnes en situation de handicap intellectuel ou les personnes séniles, par exemple, devraient eux aussi, théoriquement, par cohérence, être exclus des communautés morales et légales. Or, même si ces êtres humains-là n'ont pas le même degré de conscience de soi que les humains adultes dits normaux ou paradigmatiques, on suppose quand même qu'ils ont un intérêt à l'égard de leur propre vie, un intérêt qui interdit qu'on les tue au bénéfice des personnes neurotypiques, même si ça pouvait être fait sans douleur. Dans notre société, on accorde le droit à la vie à tous les êtres humains, même à ceux que les philosophes rangent souvent dans la catégorie des cas regrettablement dits marginaux, c'est-à-dire ceux dont les capacités cognitives sont limitées. S'il y a lieu, on pourrait même penser que les droits fondamentaux visent d'abord et avant tout à protéger les plus vulnérables parmi nous, ceux qui sont justement, qui peuvent le moins se défendre eux-mêmes et qui ont le plus besoin de protection. On ne peut donc pas refuser aux animaux le droit à la vie sans que la cohérence nous force à le retirer aussi à certains êtres humains, ce qui paraîtrait, vous me l'accordez, une idée passablement répugnante et surtout parfaitement injustifiée moralement. Mais de toute façon, dans la plupart des cas, il paraît tout simplement absurde ou inutile d'essayer de montrer que les animaux ont moins intérêt à vivre que les êtres humains, puisqu'il est insensé ou impossible de comparer le tort que constitue la mort pour chacun d'un point de vue objectif. Sauf dans dans les circonstances exceptionnelles dont on a parlé tout à l'heure, pour chaque individu qui fait l'expérience subjective de sa propre vie,
eh bien, il semble qu'il y a très peu de choses qui soient plus importantes que ses propres intérêts, sa propre vie. Peu de choses vont compter davantage que ça, de son point de vue à lui. Les 5 dernières minutes à vivre d'une personne âgée, par exemple, puisque c'est tout ce qui lui reste, peuvent être, de son point de vue subjectif, d'une valeur inestimable. Il est très difficile, voire impossible de mettre une réelle valeur sur cet intérêt-là. Bien sûr, il est possible que les animaux non humains sensibles aient un intérêt à vivre qui soit aussi grand ou encore même plus grand que celui des êtres humains dits normaux. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où ces animaux ont un intérêt à vivre minimal, ben, ils méritent tout autant que les êtres humains de jouir de la protection offerte par un égal droit à la vie. Et à moins qu'on ait la preuve qu'un individu particulier a réellement intérêt à mourir, ben, on se trouve dans l'obligation de respecter son droit fondamental et de ne pas être tué. Jusqu'à maintenant, on a conclu qu'il n'est pas acceptable d'infliger de la douleur à des êtres sensibles pour nos fins, pas plus que de les tuer, même sans douleur. Mais qu'est-ce qu'on devrait penser d'une utilisation douce ou indolore qui n'impliquerait pas de mise à mort? Il y a plusieurs formes d'utilisation d'animaux qui ne semblent pas devoir nécessairement, en théorie du moins, impliquer de la douleur ou la mort des non-humains utilisés. On peut penser aux animaux qui sont élevés d'une manière prétendument humaine pour leur lait ou leurs œufs, aux animaux qu'on admire, comme les animaux acteurs, les animaux de cirque, de zoo, aux animaux de course aussi, aux animaux qu'on utilise pour la zoothérapie, aux animaux qui sont entraînés pour aider les personnes non-voyantes ou malentendantes ou pour sauver les êtres humains de situations désespérées, ou encore à tous les animaux qu'on garde dans nos maisons et qu'on utilise comme animaux de compagnie. Est-ce que ce genre de pratique-là, qui implique l'utilisation d'êtres sensibles, est moralement défendable? Même si on n'accepterait jamais que des êtres humains soient utilisés de la même manière, du moins sans leur consentement ou sans que ce soit dans leurs propres intérêts? Comme pour l'intérêt à vivre, je pense qu'un argument indirect pourrait à lui seul suffire à nous convaincre de renoncer à toute forme d'exploitation animale. Ce qu'explique Francione, en effet, c'est que tant que les animaux seront notre propriété et qu'on pourra continuer à les utiliser comme de simples commodités, il est bien peu probable qu'on arrive dans les faits à toujours respecter leur intérêt à ne pas souffrir et leur intérêt à vivre. Leur statut de simple propriété, leur statut de ressource qu'on peut utiliser pour nos fins et s'échanger, nous empêche, selon lui, d'évaluer convenablement ou équitablement leurs intérêts dès qu'ils s'opposent à des intérêts humains, même aux moins importants d'entre eux. Francione rappelle que les intérêts des esclaves humains, à une autre époque, ne pouvaient jamais l'emporter quand ils étaient opposés à ceux de leurs maîtres. Or, il semble que les intérêts des esclaves non humains sont eux aussi condamnés à être oubliés ou mis de côté dès qu'un avantage qui est plus avantageux économiquement de le faire, même quand ce sont des intérêts fondamentaux qui sont en jeu. Parce qu'ils ont intérêt à ne pas souffrir et intérêt à vivre, tous les êtres sensibles ont donc indirectement intérêt à ne pas être exploités. Mais je pense qu'un argument un peu plus direct peut aussi nous mener à la conclusion selon laquelle il est nécessaire d'abolir toute exploitation animale. En effet, même s'il était possible de traiter des êtres sensibles comme de simples moyens d'atteindre des fins proprement humaines, sans que ça implique qu'on leur impose de la douleur ou qu'on les tue, on ferait toujours face à la nécessité d'expliquer en quoi ce serait moralement différent d'une forme humanitaire ou humaine d'esclavage humain. À l'écran, on voit un dessin, peut-être que vous le connaissez bien, qui illustre une vendeuse qui rassure une cliente en lui expliquant qu'un vêtement est fait à partir de coton biologique cultivé par des esclaves traités humainement. Évidemment, les manières les plus violentes d'exploiter des individus sont pires que celles qui sont moins violentes, mais comme le dit Francione encore une fois, ça ne veut pas dire que les formes les plus douces d'exploitation sont moralement acceptables. L'esclavage humain, même dans une version théoriquement humaine ou gentille, resterait totalement inacceptable, totalement indéfendable. Il faut donc se demander si on peut légitimement concevoir l'esclavage des animaux humains et l'esclavage des êtres humains aussi différemment. Est-ce qu'il est possible que les humains soient les seuls à avoir intérêt à ne pas être utilisés de manière surtout instrumentale, à ne pas être vendus et achetés, à ce que leur liberté de mouvement ne soit pas restreinte, à ce que leur quotidien ne soit pas soumis à la volonté d'un propriétaire? Comme c'est le cas de l'intérêt à vivre,
il est difficile d'identifier précisément ce qui fait en sorte que chaque être humain a un intérêt fondamental à ne pas être asservi, peu importe la manière dont il le serait. C'est quoi, au juste, la liberté? En philosophie politique, on distingue souvent, comme le propose un philosophe appelé Isaiah Berlin, entre deux types de liberté, la liberté positive et la liberté négative. La liberté positive est définie comme la capacité de réaliser sa propre nature, de s'autodéterminer ou de contrôler ses propres passions. Cette forme de liberté-là repose sur l'autonomie rationnelle des agents, c'est-à-dire sur leur capacité à choisir pour soi, à être l'ultime responsable de ses actions. Les auteurs qui privilégient cette version-là de la liberté pensent que seulement certains êtres humains qui peuvent avoir un intérêt intrinsèque à être libres, parce que seulement certains êtres humains sont capables de déterminer, de réviser et de poursuivre leur propre conception du bien, c'est-à-dire de se projeter dans l'avenir, d'avoir leur propre plan de vie. Les jeunes enfants, par exemple, seraient trop jeunes pour ça. Ils ne seraient pas encore des êtres capables d'autonomie rationnelle. Il faudrait avoir un certain âge avant. Ceux qui privilégient la liberté positive pensent aussi que les animaux non humains sont incapables du type d'autonomie qui est requis pour être vraiment libres, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas intérêt à l'être. Selon eux, les animaux n'auraient rien à faire, en fait, d'un droit à la liberté. Je précise que ces auteurs-là ne nient pas nécessairement que les animaux ont intérêt à ne pas souffrir et qu'ils ont intérêt à ne pas être tués, mais ils pensent qu'un cheval, par exemple, s'il est bien traité et qu'on ne le tue pas de manière prématurée, peut très bien vivre en captivité alors qu'on décide à peu près tout à sa place. Puisque de toute façon, il serait incapable d'élaborer ses propres projets de vie ou de construire ses propres plans, ça ne dérangerait pas qu'on le fasse pour lui et qu'on décide s'il va être un cheval de course, par exemple, ou s'il va servir à amuser les touristes qui veulent faire de l'équitation, du moment qu'on le traite bien, qu'on lui fait pas mal et qu'on refuse de le tuer dès qu'il sera plus rentable pour son propriétaire. Au fond, les animaux non humains s'en ficheraient bien d'être des propriétés. Bon. Le principal problème avec ça, c'est que même dans les affaires proprement humaines, la liberté positive qui repose sur l'autonomie rationnelle des agents n'est pas le seul paradigme de la liberté. On l'a annoncé tout à l'heure. En fait, il est quand même celui qui est retenu par la majorité des auteurs qui lui prépare le concept de liberté négative. Alors, la liberté négative est beaucoup moins exigeante que la liberté positive et renvoie simplement à l'absence d'intervention de la part d'autrui. Pour qu'un agent soit libre, tout ce qu'il faut, c'est qu'il ne subisse pas de contraintes externes de la part d'un autre agent, contraintes qui l'empêcheraient de faire ce qu'il veut. Et selon cette interprétation-là de la liberté, il semble que tous les êtres mobiles, capables d'action intentionnelle ou animés par leurs désirs et leurs préférences, peuvent subir un préjudice quand leurs motivations ou leurs élans sont arrêtés par un agent externe. Un chien qui a envie de courir derrière un écureuil subit un tort quand son maître tire sur sa laisse pour l'empêcher de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours préférable de laisser les chiens courir derrière les écureuils, mais ça veut dire qu'il faut admettre qu'il est grave du point de vue du chien d'être arrêté dans son élan, comme il serait grave pour un être humain de voir ses initiatives stoppées par quelqu'un d'autre. Ça peut souvent être justifié, mais ça ne l'est pas toujours. Et en général, on pense a priori que les gens devraient pouvoir faire ce qu'ils veulent et que c'est seulement quand un comportement semble nuisible pour les autres qu'on l'interdit. C'est ça, en gros, l'esprit des penseurs de la liberté négative. Comme on le sait maintenant, on a de bonnes raisons de supposer que tous les êtres sensibles sont capables d'intentionnalité, de croyance, de désir. Donc, si la liberté est entendue dans son sens négatif, comme elle l'est généralement, alors il semble que tous les animaux non humains sensibles peuvent avoir un véritable intérêt à être libres et par conséquent se mériter le droit fondamental à jouir de cette liberté-là. Tout ça étant dit, il ne s'ensuit pas pour autant que la liberté négative de tous les animaux utilisés par l'être humain pour ses fins soit nécessairement bafouée. En effet, il est certainement possible d'imaginer des cas où un animal resterait la propriété d'un être humain, mais ne subirait à peu près aucune interférence de la part de son maître dans ses activités. Pensons à un chien, par exemple, qui serait né dans un milieu humain et à qui on aurait appris à traverser la rue au feu vert et à faire ses besoins à l'extérieur de la maison par la méthode d'entraînement par renforcement positif exclusivement, par le biais de récompense et jamais de punition. Ce chien-là pourrait se retrouver dans la situation où il se promène à sa guise, sans collier ni laisse, où il entre par sa porte à chien quand il le veut, il mange, il boit quand il décide de le faire et il se repose s'il le souhaite sans jamais être dérangé dans ses initiatives.
Il pourrait très bien conserver son statut de propriété sans souffrir de l'interférence de son propriétaire. Son intérêt négatif à être libre pourrait être respecté, et ce, en dépit de son statut juridique inférieur. Est-ce qu'on peut, à partir d'exemples comme celui-là, conclure qu'il est possible de maintenir des animaux non humains dans une situation d'infériorité morale et légale, tout en respectant leur intérêt à être libre? Est-ce qu'on doit admettre qu'il suffit simplement, en théorie, de viser à améliorer la manière dont on traite les animaux qu'on utilise pour nos fins, de façon peut-être à minimiser les cas où on fait obstacle à leur volonté et à protéger comme ça la liberté négative des animaux qu'on possède? Il est intéressant de remarquer que la même discussion a eu lieu à propos de la liberté humaine. On s'est demandé si des esclaves humains bien traités pouvaient eux aussi être considérés comme libres. On s'est dit que si la liberté consistait simplement à ne pas subir de contraintes externes, il est alors possible d'imaginer que des esclaves soient libres, pourvu que leur maître les laisse faire à peu près tout ce qu'ils veulent, ou encore que ces esclaves-là aient subi depuis tout petit une espèce de lavage de cerveau qui les aurait amenés à intégrer leur infériorité et à ne plus exprimer de désir allant dans le sens contraire des volontés de leur maître. Peu importe en fait que leur maître ait le pouvoir de faire d'eux à peu près tout ce qu'il veut, du moment qu'ils ne l'exercent pas concrètement, alors il n'y aurait pas de problème. Aucune violation de leur intérêt à être libre ne serait reconnue. Des esclaves libres, c'est quand même pas mal contre-intuitif et il y a des auteurs qui l'ont remarqué. Ces auteurs-là sont mis à réfléchir et sont arrivés à la conclusion que pour être libre, il ne suffit pas en réalité de ne pas subir d'interférence, encore faut-il ne pas risquer d'en subir. Encore faut-il ne pas être à la merci des autres. Pour être vraiment libre, il faut, selon eux, avoir un statut égal à celui des autres et ne pas se trouver dans une position justement d'infériorité ou de domination par rapport à eux. Parce qu'il est légalement considéré comme la propriété de son maître, notre chien tout à l'heure avait beau être libre de ses mouvements et capable de satisfaire ses désirs, il en demeure pas moins qu'il risquait à tout moment de perdre sa liberté négative. Suffit que son maître décide soudainement de durcir le traitement qu'il lui réserve ou qu'il soit forcé de l'abandonner aux mains d'un autre propriétaire moins bien disposé que lui. De la même manière, parce qu'ils sont assujettis à l'autorité de leur maître, les esclaves appartenant à un propriétaire charitable qui ne s'ingère pas dans leur vie quotidienne sont néanmoins à sa merci puisqu'il peut à tout instant décider de se mettre à les contrôler de manière plus rigoureuse et donc à contrecarrer alors leur volonté. Dans des circonstances pareilles, le chien bien traité, autant que les esclaves du maître bienveillant, ne peuvent pas raisonnablement être considérés comme libres. Leur intérêt à être libre implique plus, finalement, que la liberté négative. C'est la raison pour laquelle certains auteurs préfèrent parler de liberté républicaine, c'est-à-dire d'une liberté comprise en termes de non-domination ou d'égalité de statut. On est dans une position, si on est dans une position incertaine ou inférieure, on serait, selon eux, on ne serait pas vraiment libre, en fait. Parce que même si temporairement, on peut faire ce qu'on veut, qu'on est bien traité, on vit toujours sous une épée de Damoclès, on court constamment le risque d'être soudainement moins bien traité, et ce, en toute légalité. Et c'est ce qui fait, le fait que cette situation soit incertaine ou précaire qui est problématique. Être libre, ça semble impliquer non seulement de pouvoir exercer sa liberté maintenant, mais de pouvoir aussi l'exercer demain et dans les jours à venir. Ça semble impliquer de ne pas risquer à tout moment d'être empêché de le faire simplement parce qu'une personne en situation d'autorité en déciderait autrement, comme ça, parce que ça lui chante. Selon les auteurs néo-républicains, être libre signifie donc se trouver dans un état d'indépendance par rapport au pouvoir arbitraire d'autrui. De manière générale, et sauf quand un certain paternalisme est justifié, parce que c'est souvent le cas, les animaux ont intérêt à ce que personne ne les empêche de faire ce qu'ils veulent. On le voit avec notre chien et son écureuil. Ils ont intérêt à ne pas subir de contraintes de la part d'autrui. Or, s'ils ont intérêt à ne pas subir de contraintes de la part d'autrui, ils ont également intérêt à ne pas risquer d'en subir. Ils ont un intérêt à être libres au sens négatif, mais aussi au sens républicain du terme. Ce qu'on vient de voir brièvement, ça nous amène à conclure que les êtres sensibles devraient jouir non seulement du droit de ne pas subir de traitements douloureux et du droit à la vie, mais aussi du droit à la liberté. Et ça implique, comme on vient de le voir, qu'ils doivent bénéficier d'un statut égal à celui des êtres humains, qui doivent être reconnus moralement, mais aussi légalement, comme des personnes à part entière.
Même si d'importants problèmes entourent toujours l'application des lois et des règlements qui interdisent les comportements abusifs et la domination entre êtres humains, de nombreuses sociétés en sont venues à condamner au moins officiellement, je dirais, les pratiques comme l'esclavage ou la dictature. Au contraire, tous les animaux non humains sont actuellement victimes de la domination humaine, puisqu'ils se trouvent dans la situation où, s'ils ne subissent pas activement l'intervention dommageable des êtres humains dans leur vie, ils risquent à tout moment qu'une telle intervention se produise. Et en ce sens-là, leur situation correspond précisément à celle des esclaves humains. En raison de leur statut moral et légal de biens susceptibles d'être blessés, d'être tués ou d'être appropriés, les animaux subissent sinon l'oppression, au moins la domination des êtres humains. Bien sûr, on a la bonté de les protéger contre nos actes de sadisme en criminalisant la cruauté envers les animaux. On se dit sensible à leur bien-être en s'opposant à la maltraitance et en demandant que soient utilisées des méthodes d'exploitation plus humaines. Certains parmi nous sont même prêts à payer un peu plus cher pour des produits issus de l'élevage biologique où les animaux sont censés être un peu mieux traités que dans les fermes industrielles. Pourtant, charité n'est pas synonyme de justice et ne brise absolument pas le rapport de domination qui subsiste entre animaux humains et animaux non humains. En refusant un statut égal aux animaux sensibles non humains, on s'octroie et on conserve le droit de déterminer comme on l'entend ce qu'ils peuvent subir ou non. Et c'est ce pouvoir qu'on exerce sur eux qui nous permet d'un côté de clamer notre motivation à bien traiter les animaux qu'on utilise pour nos fins et de l'autre côté de les malmener aussi gravement et systématiquement qu'on le fait. Parce que les intérêts d'un individu sont non seulement menacés, mais carrément violés quand son statut juridique est inférieur et qu'il se trouve dans une position précaire. Donc, il ne peut pas y avoir de réelle justice tant qu'il y a inégalité et domination. Pour les raisons qu'on vient de rapidement voir ensemble, je pense que la meilleure manière de faire en sorte que les animaux non humains sensibles ne soient plus officiellement sous notre domination, c'est de leur offrir une liberté de type républicain en leur accordant le statut moral et juridique de personne, c'est-à-dire en faisant des sujets de droit en bonne et due forme. En philosophie, le statut de personne est réservé aux êtres rationnellement autonomes, aux agents moraux, c'est-à-dire à ceux qu'on tient moralement responsables de leurs actes. Pour élargir le statut moral de personne, et de manière à l'octroyer aussi à tous les êtres humains qui ont des capacités cognitives un peu moins développées que d'autres, et aux animaux non humains, il faudrait carrément redéfinir la notion. Le concept de personne en morale est très particulier et lié à seulement une certaine catégorie d'êtres humains. C'est ce que font plusieurs intellectuels, en fait, d'essayer de redéfinir le concept moral de personne, comme c'est le cas du philosophe Tom Regan ou du juriste Stephen Wise, qui propose un concept de personne centré sur le fait d'avoir des préférences ou encore sur le fait d'avoir une autonomie non pas rationnelle, mais pratique. Ce qui est le cas d'à peu près tous les êtres humains et peut-être sauf ceux qui sont dans le coma, disons, et de bien des animaux non humains. En droit positif, la notion de personne est très différente, totalement différente. Elle ne repose pas sur une ontologie particulière, c'est plus simplement une fiction ou un mécanisme pratique mis en place pour atteindre certaines fins. Dans un article fondateur, René Desmogues, en 1909, disait que la qualité de sujet de droit appartient aux intérêts que les hommes vivant en société reconnaissent suffisamment importants pour les protéger par le procédé technique de la personnalité. Selon ce que nous dit Desmogues, si nous sommes appropriés de considérer même des animaux comme des sujets de droit ou des personnes, rien ne s'oppose à ce qu'on fasse. C'est intéressant aussi à cette question-là, l'éminent philosophe Joel Feinberg, spécialiste des questions politiques et juridiques, va dans le même sens que lui. Selon Feinberg, absolument rien nous empêcherait d'octroyer des droits aux animaux, à faire d'eux de réels, véritables sujets de droit. Dans un article intitulé « Les droits des animaux et des générations à venir », il nous dit, pardon, c'est un peu long, mais je trouve que ça vaut le coup d'aller. Il est tout bonnement erroné de dire que la capacité à comprendre ce qu'est un droit et la capacité à mettre en branle de sa propre initiative la machinerie juridique constituent des conditions nécessaires de toute attribution de droit. Si tel était le cas, alors ni les êtres humains atteints d'idiotie ni les nouveau-nés ne pourraient se voir reconnaître le moindre droit juridique. Et pourtant, il est bien évident que ces deux catégories d'êtres qui ne disposent pas de la plénitude de leur capacité cognitive sont investis des droits juridiques qui leur ont été reconnus, de l'application desquels la justice se porte notoirement garante. Les enfants et les individus atteints d'idiotie
c'est un vocabulaire un peu vieilli, engagent des procédures judiciaires non pas de leur propre initiative, mais plutôt par l'intermédiaire des actions de leurs avocats ou mandataires qui sont habilités à parler en leur nom. S'il n'y a nulle absurdité logique dans cette situation, pourquoi devrait-il y en avoir une dans le cas où un mandataire ferait valoir une prétention pour le compte d'un animal? Élargir les droits fondamentaux de la personne à tous les êtres sensibles, considérer tous ces individus comme des personnes à part entière, tout ça aurait des implications vertigineuses. Vous vous en doutez certainement. Ça signifierait rien de moins que d'abandonner toutes nos pratiques reposant sur l'exploitation d'animaux. Collectivement, il faudrait revoir nos institutions afin non seulement de cesser d'encourager, mais aussi d'interdire les industries qui exploitent des animaux. Et sur le plan individuel, ben, ça signifierait que l'on adopte toutes et tous un mode de vie vegan, c'est-à-dire qu'on renonce à prendre part à l'exploitation animale en évitant le plus possible tous les produits et les services issus de celle-ci. Et tant que les institutions n'auront pas été modifiées, ben, il est possible que ça signifie ou ça implique la responsabilité morale pour les citoyennes et citoyens que nous sommes de militer pour que l'État interdise bientôt l'exploitation animale et punisse les contrevenants. C'est déjà beaucoup demandé. Pourtant, certains auteurs soutiennent qu'aller jusque-là serait toujours insuffisant pour rencontrer nos obligations de justice à l'endroit des autres animaux. Dans le livre Zoopolis, que vous connaissez peut-être, j'aurais dû mettre l'image, la traduction maintenant disponible en français, les auteurs canadiens, que sont Sue Donaldson et Will Kimlicka, soutiennent qu'on ne devrait pas se limiter à reconnaître des droits négatifs aux animaux non humains sensibles, des droits à une protection contre quelque chose, comme le droit contre la torture, contre la mise à mort ou contre l'asservissement, mais qu'on devrait aussi leur accorder un statut politique et les droits positifs qui lui sont associés à ce statut-là, disons, en fonction des relations qu'ils entretiennent avec nous. Par droit positif, on entend des droits à quelque chose, comme, disons, le droit à des soins de santé ou à une socialisation. Exactement comme on fait pour la justice humaine. Les animaux domestiqués comme les vaches ou les poules deviendraient rien de moins que des citoyennes et des citoyens à part entière, des citoyens et des citoyennes non humains, non humaines. Les animaux liminaux, comme les pigeons et les rats, seraient considérés comme des résidents permanents. Les animaux sauvages, comme les poissons et les lièvres, seraient, eux, considérés comme appartenant à des nations souveraines et posséderaient collectivement leur territoire, par exemple. Utopique, c'est possible, on parle de zootopie, mais c'est quand même défendu par un des philosophes, Kimlicka, les plus éminents de notre époque. Ça donne à réfléchir. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage très chaleureusement à lire cet ouvrage-là. Il vous intéressera assurément et peut-être même qu'il vous convaincra. Je vous remercie beaucoup.